Bonjour à tous, bienvenue sur le ZCL. Il est 12h33 et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Donc tout de suite, nous allons procéder à la présentation des invités du jour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Grazielle Brackmore, auteure. Elle viendra nous parler de la sortie de son livre Heureux d'apprendre avec Montessori. Par la suite, nous communiquerons avec Monsieur Franck Souprayen, qui viendra nous parler de son association BTSG, ainsi que du séminaire de clôture du projet Interreg. Par la suite, nous communiquerons avec Madame Martine Fazer, qui viendra nous présenter sa chronique, ainsi que Iman Soudan, qui viendra elle aussi nous présenter sa chronique. Nous allons passer à l'actualité du jour. Tout d'abord, nous verrons la présentation de l'orientation budgétaire de C départemental, reportage de Charlie Dagonia. Alors, Madame Grazielle Brackmore, bonjour. Bonjour. Oui, alors, pouvez-nous vous parler de votre œuvre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, le livre qui est sorti en septembre dernier s'appelle Heureux d'apprendre avec Montessori. C'est un livre que j'ai écrit suite à mon expérience de maman, mais aussi de professionnelle, puisque je suis formatrice et éducatrice Montessori. J'ai créé une structure qui s'appelle Papillon Flamboyant et qui propose des ateliers hebdomadaires Montessori ainsi que des formations à destination des parents et des professionnels qui veulent découvrir cette méthode. Mais je me suis quand même rendu compte assez vite que au sein des ateliers que je propose et les participants à mes formations avaient besoin peut-être de clés qui soient pratico-pratiques et faciles à appliquer à la maison. Et c'est de là qu'est née l'idée d'écrire ce livre, Heureux d'apprendre avec Montessori. D'accord. Du coup, concernant en fait la méthode d'apprentissage Montessori, en quoi pensez-vous que cette méthode est plus agréable pour les enfants? Alors en fait, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, depuis une centaine d'années, et elle a été vraiment créée par Maria Montessori dans l'idée qu'elle s'adapte en fait à l'enfant. Donc rien que l'origine finalement de la création de cette méthode nous montre bien que si on veut s'adapter à quelque chose, la personne va rentrer dans les apprentissages de manière plus ludique. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi à retenir, c'est que elle propose beaucoup de matériel pédagogique, beaucoup de techniques, et le piège, c'est de tomber dans le fait de l'appliquer juste bêtement et méchamment en se disant on m'a dit de faire ça, je fais ça. Là, l'idée maintenant, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, de se dire que la méthode Montessori, c'est avant tout une philosophie, avant même de parler de matériel. Donc, de toujours prendre ce temps, comme Maria Montessori l'a fait, d'observer l'enfant qui est en face de nous, de voir où il en est dans ses apprentissages et de toujours adapter ce qu'on va lui proposer. Et c'est vraiment aussi ce qui est abordé dans le livre, où je parle très peu de matériel Montessori finalement dans le livre. D'accord. Alors la méthode Montessori, c'est aussi une méthode qui est praticable pour les parents, je crois. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux parents ? De découvrir cette méthode. Oui. Alors là, le gros avantage pour le parent, c'est qu'il va découvrir que même si elle est connue pour être appliquée au sein d'un établissement scolaire, puisqu'en effet, c'est une méthode qui va permettre d'apprendre à lire, à écrire, compter, les sciences, etc. Mais elle a d'abord, avant tout, pour objectif de développer la motivation, la concentration, l'autonomie de son enfant. Du coup, le parent, lui, il a un gros rôle à jouer là-dedans, puisque l'enfant ne passe pas tout son temps à l'école. Il a une grande partie de son temps où il se trouve à la maison avec le parent. Et le parent peut vraiment
vraiment, ne serait-ce qu'avec la posture qu'il va avoir, la manière dont il va interagir avec son enfant, la manière dont il va être à l'écoute, observateur, ou encore les activités qu'il pourra proposer à son enfant. S'il prend le temps de toujours être dans une adaptation par rapport à son enfant, eh bien, le parent peut devenir acteur et proposer on va dire un fonctionnement selon les principes de la philosophie Montessori. Si les parents, certains, c'est le cas, ont envie d'aller plus loin et ont envie même de, pourquoi pas, accompagner leur enfant dans les apprentissages à proprement parler. Là, on ne parle plus d'une philosophie, mais on va parler d'apprentissage. Là, le parent peut se former à découvrir quel matériel Montessori je peux utiliser avec mon enfant pour qu'il comprenne mieux les mathématiques, par exemple. Et là, le parent peut lui aussi aller un petit peu plus loin et faire ce qu'on appelle du co-schooling, c'est-à-dire qu'il va accompagner son enfant en parallèle de ce que l'enfant voit à l'école. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi la méthode Montessori est différente de la méthode classique de l'enseignement national ? Oui, c'est une très bonne question en effet. Alors la particularité, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de s'adapter aux enfants, ça va nécessiter d'avoir un environnement particulier, puisque, on va dire dans le système plus classique, par exemple, les enfants sont dans une classe, ils vont tous faire la même chose en même temps et ils auront une programmation précise. Là, l'idée, pour permettre cette adaptation, on va avoir un environnement qui va permettre à l'enfant de pouvoir être un peu plus acteur de ses apprentissages, c'est-à-dire que même s'il a une programmation à la journée, il pourrait par exemple décider qu'il commence par les mathématiques plutôt que la biologie. Donc dans une classe Montessori, on peut avoir des enfants qui ne font pas la même chose. Un groupe d'enfants va peut-être commencer par la biologie, l'autre groupe par les mathématiques. Donc on va finalement rendre un petit peu plus responsable l'enfant dans ses apprentissages et dans son choix d'activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on va aussi énormément prendre en compte le besoin de l'enfant et son rythme. Certains enfants sont par exemple très prêts à rentrer dans la lecture assez tôt, et même si l'éducation nationale ne le préconise pas à cet âge-là, eh bien on va l'accompagner l'enfant parce qu'on le sent prêt. À l'inverse, certains enfants peuvent avoir des lacunes, avoir besoin de revenir sur certains apprentissages. On va prendre ce temps de revenir sur certains apprentissages pour certains enfants. On ne va pas leur dire non, c'est trop tard, on a vu ça la semaine dernière, on passe à autre chose. Donc on va vraiment prendre ce temps d'aller au rythme de l'enfant, et ainsi va se développer toute la confiance en soi de l'enfant. Il va se sentir serein et toute sa motivation aussi, puisque comme on aura observé l'enfant qu'on a en face de nous, on sait s'il est plutôt attiré par les dinosaures, par les fleurs, par les plantes, les animaux, etc. Eh bien, on va utiliser cette attirance que l'enfant a pour certains sujets pour lui donner envie de faire même ces matières qui l'attirent moins. Ah, mais c'est très bien en fait. Au final, c'est une méthode d'apprentissage plutôt ludique. Pour vous, les enfants préfèrent la méthode d'apprentissage Montessori à la méthode classique ? Je ne peux pas dire qu'ils préfèrent, parce que c'est difficile à dire. Moi, pour ma part, je suis en interaction avec des enfants dans des écoles, puisque j'interviens dans les écoles. Je propose aussi des ateliers hebdomadaires. Je discute avec énormément de parents et de professionnels lors des formations que je propose. Et les retours que j'ai, c'est que lorsque l'enfant a la possibilité d'avoir accès à cette méthode Montessori, l'envie d'apprendre est beaucoup plus grande. Donc souvent les enfants sont fascinés, ils se disent c'est génial, moi si je pouvais apprendre comme ça, c'est trop bien. Donc il y a vraiment cette émulation, ils sont très 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 heureux. Maintenant je souhaite quand même préciser que l'idée n'est pas de mettre un trait sur le système classique, et pour preuve il y a des enseignants du public qui appliquent cette méthode dans leur classe, et d'une certaine manière il y a certains enfants aussi qui apprécient par exemple cette rigueur aussi que peut avoir le système classique. Donc en fonction du profil de l'enfant, il y a des enfants qui vont aimer manipuler plus, d'autres qui vont préférer noter sur leur cahier, d'autres qui vont préférer dessiner. Et encore une fois, c'est pourquoi, en gardant en tête que rien n'est figé, on va toujours être dans une phase d'observation et de sentir. Là, mon enfant était dans une phase où il avait beaucoup besoin de manipuler du matériel, on va lui offrir ça, et la méthode Montessori, il l'offre. Ensuite, il peut avoir une phase où il a plus envie peut-être dans un groupe d'enfants, avec cette émulation et de faire des devoirs. Il y a des enfants qui aiment ça aussi. Donc, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a que des façons d'adapter notre méthode à notre enfant. L'enfant, il est au cœur finalement. D'accord. Quel est l'objectif du coup de l'apprentissage Montessori ? Alors, je dirais, moi j'aime bien le résumer en 3 mots forts qui sont l'autonomie. Parce que l'on va vraiment, vraiment développer l'autonomie de l'enfant, la motivation d'apprendre,
puisque parfois quand l'enfant commence à grandir, il peut commencer à se décourager, à se dire j'aime pas, j'ai pas envie, je veux plus faire mes devoirs, etc. Et la méthode Montessori a vraiment pour objectif de maintenir cette motivation même très tard. Et le troisième mot, c'est la confiance en soi. Et ça, c'est un pilier qui est très 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 fort parmi les objectifs de la méthode Montessori, parce qu'il est peut-être des fois un peu trop mis de côté, je trouve, dans les apprentissages, parce qu'en effet, il y a des objectifs à atteindre, il y a des programmes, et malheureusement, des fois, c'est au détriment de la confiance en soi de l'enfant, parce qu'on va lui mettre des notes, on va lui dire tu t'es trompé, c'est pas bon, fais plus d'efforts, et tout ça, ça peut être difficile pour un enfant qui peut-être fait déjà beaucoup d'efforts, et puis on peut avoir comme ça une confiance en soi qui diminue. Et l'objectif de la méthode Montessori, c'est de continuer d'apprendre en étant motivé, mais en se disant j'ai peut-être pas tout réussi, mais c'est mieux que la veille. J'ai évolué, j'y vais à mon rythme, mais je suis sur la bonne voie. Et ça, on le maintient vraiment beaucoup dans la méthode Montessori. D'accord, donc en fait la méthode Montessori, c'est une méthode finalement bienveillante et un peu plus souple de la méthode classique, donc je pense que c'est très bien de l'adopter, vu que tous les enfants du coup pourront trouver leur bien-être à travers cette méthode, c'est ça ? Complètement. Et il y a un mot qui est utilisé en effet, bienveillance, et qui est vraiment au cœur de cette méthode, et qui en effet a pour objectif de prendre en compte l'enfant dans toute sa globalité par rapport à ce qu'il est capable de faire, par rapport à ce qu'il aime faire, mais aussi par rapport à ses spécificités du moment. On peut avoir un enfant qui en ce moment est triste parce qu'il vit quelque chose peut-être de particulier au sein de sa famille, ou au contraire qui est peut-être très très excité parce qu'il va recevoir un cousin qui vient en vacances. Et en fait, l'idée c'est aussi de venir prendre en compte tout ça, et en toute bienveillance, on prend son enfant dans toute sa globalité. D'accord. Ouais. Donc l'apprentissage Montessori, une méthode qui apporte le confort d'apprentissage finalement. Concernant l'œuvre en elle-même, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire dessus ? Oui, bien sûr. Alors, ce livre, donc Heureux d'apprendre avec Montessori, j'ai été vraiment inspirée à l'idée d'écrire ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que en tant que maman qui a eu la chance de pratiquer l'instruction en famille avec un de mes deux garçons, j'ai été confrontée à devoir motiver mon enfant qui n'avait pas toujours envie d'apprendre, et j'ai pu constater en fait que même si j'étais éducatrice, formatrice Montessori, il y a des fois des choses toutes simples qui étaient présentes dans mon environnement de maman qui m'aidaient grandement. L'une des choses qui m'ont beaucoup aidée, c'est ce principe que j'appelle l'école de la vie. C'est d'ailleurs un des chapitres du livre, qui consiste en fait à se rendre compte que rien qu'avec ce qui m'entoure, en faisant la cuisine avec mon enfant, en jardinant avec lui, en sortant avec lui, il pouvait apprendre énormément de choses. Et ça, c'est complètement cohérent avec les principes de la méthode Montessori, qui consiste à donner du sens aux apprentissages. Je ne t'apprends pas à additionner pour additionner. Je t'apprends à additionner parce que tu te rends compte qu'en faisant ta recette de cuisine, ça va t'être utile. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup motivée à l'idée d'écrire le livre, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Noélie Curassier, qui est auteure également, qui est enseignante dans le public, qui a écrit un livre qui s'appelle Objectif réussite scolaire. Et le fait qu'elle ait écrit ce livre, ça m'a beaucoup inspirée à l'idée d'en écrire un, moi aussi. On a beaucoup échangé, elle et moi. Elle m'a fait l'honneur aussi de faire la préface du livre. Et elle est aussi dans cette même dynamique de dire que, voilà, on a des devoirs à faire, par exemple, pour les enfants qui sont scolarisés. Et on peut trouver des méthodes simples et efficaces pour que les devoirs soient ludiques. Et tout ça m'a vraiment donné envie de passer le pas, moi aussi, de devenir auteur, mais en démocratisant finalement cette méthode qui a encore beaucoup de préjugés. On a encore beaucoup en tête que les enfants à Montessori font ce qu'ils veulent, oui c'est à son rythme, mais à un moment donné il faut que le programme soit appris, ou bien encore des préjugés comme le fait que c'est une méthode qui est destinée aux personnes qui ont que de l'argent parce que j'ai pas les moyens de mettre mon enfant en école Montessori. Et en fait non, l'idée du livre c'est vraiment de montrer que je suis parent, je suis même professionnelle, je suis pas forcément formée, mais avec des petites techniques simples et en plus qui sont reconnues par les neurosciences. C'est ça qui est intéressant, c'est que les neurosciences aujourd'hui prouvent que c'est une méthode qui fonctionne pour le bon développement du cerveau de l'enfant. Eh bien on peut faire vraiment, je ne vais pas dire des miracles, mais on peut changer la donne, voilà, dans la motivation de l'enfant. D'accord. Pouvez-vous nous parler des événements passés et à venir autour de cette œuvre, s'il vous plaît ?
Alors en termes d'événements passés, il y a eu un événement qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, dans le cadre de la sortie du livre, qui a eu lieu à l'école alternative Kayajo, qui se trouve à Petit-Bourg. C'est une école alternative qui pratique entre autres la méthode Montessori. J'ai choisi ce lieu parce qu'il me parlait beaucoup, il m'inspirait énormément. Et ça a été l'occasion, lors de cette soirée de lancement du livre, d'apporter une petite touche un petit peu marrante. Parce que j'ai voulu, lors de cette soirée, mettre des sketchs. Il y a eu aussi des moments un peu plus émouvants où il y avait des poèmes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée pour la lecture de poèmes, des personnes qui m'ont accompagnée au cas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu ce moment, on va dire artistique finalement, pour montrer qu'on est parents, mais pas que. On a aussi parfois nos petites difficultés, et les poèmes avaient comme thématique l'ambivalence d'être parent. Et ça va bien rejoindre le dernier chapitre du livre qui s'appelle « Faites de votre mieux ». Parce que parfois on s'intéresse à une méthode, on voit « Waouh, la méthode Montessori c'est génial, ça va développer la motivation, la concentration de mon enfant, c'est super. On me dit qu'il faut faire ça pour que ça fonctionne. » Mais des fois j'y arrive pas en fait en tant que parent. Moi la première, j'ai beau être formée, mais il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai eu des problèmes avec mon compagnon la veille, ou le lendemain j'ai eu un problème, ou le lendemain je sais que j'ai quelque chose d'important à préparer, je suis stressée. Et bien il y a des jours où je suis pas toujours disponible pour être cette maman bienveillante, etc. avec mon enfant. Et du coup, l'idée aussi, c'était de montrer qu'on reste quand on est face à un enfant, un humain, envers qui on doit être aussi bienveillant. Soyons bienveillants d'abord envers nous-mêmes, on fait de notre mieux. Et ce spectacle a été l'occasion d'en parler. Voilà, donc ça c'est pour l'événement passé. Pour les événements à venir, je vais proposer une dédicace le 9 décembre à Cultura à Destréland, de 11h à 13h, où ça va être l'occasion de venir me rencontrer, d'échanger autour du livre. Il y a eu déjà des dédicaces qui ont été faites à la FNAC et à la boutique de la presse. Et là, celle du 9 décembre, on approche les fêtes, ça va être l'occasion, pourquoi pas, d'offrir le livre à une maman, un papa ou à une enseignante, un enseignant qui a envie de découvrir la méthode. Mais c'est aussi surtout l'occasion de discuter au sein de Cultura, parce qu'à Cultura, il faut savoir qu'ils ont une belle panoplie de matériel type Montessori. Et ça peut être l'occasion justement d'échanger avec les personnes qui viendront me voir pour voir est-ce que c'est quelque chose qui leur semble adapté ou non à leur enfant. D'accord. Alors pour ma part, je suis déjà conquise par cette méthode. Est-ce que vous avez encore quelques mots à dire pour convaincre encore les parents de faire l'acquisition de ce livre ? Oui. Je dirais, et là je vais remercier les personnes qui m'ont déjà fait un retour sur le livre, parce que ça y est, depuis septembre il est sorti, donc j'ai commencé à avoir des retours des lecteurs. C'est que c'est un livre qui se lit facilement. Depuis que je suis maman, je lis beaucoup moins. Je suis devenue adepte des livres audio, parce que dès que je commence à lire, je m'endors. Donc j'ai aussi écrit le livre de manière à ce qu'il soit facile à lire. D'ailleurs, à l'intérieur, j'ai mis beaucoup d'endroits où nous-mêmes on peut noter. Par exemple, j'ai observé mon enfant, qu'est-ce que j'observe ? Ah, cette technique-là, elle pourrait fonctionner, qu'est-ce que je peux faire ? Donc du coup, il a été écrit de manière à ce qu'on le lise facilement, qu'il soit pratico-pratique, et que en tant que parent, même si on a une vie de parents débordés, on peut aller piocher le chapitre qui nous intéresse, même si j'ai pas lu le premier, c'est celui-là qui m'intéresse, je vais venir piocher dans ce chapitre-là. Et comme ça, la lecture se fait de manière plus fluide, sans culpabilisation. D'accord, je vois que vous êtes passionné de cette méthode. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur votre œuvre ? Oui, alors je dirais que si les personnes souhaitent aller un petit peu plus loin par rapport à l'œuvre, déjà elle est accessible, je l'ai dit, en librairie à la FNAC, à Cultura, à la boutique de la presse. On peut la trouver également sur Amazon, puisque il est, pour les personnes qui ne vivent pas en Guadeloupe, il est accessible sur Amazon. On peut aussi le trouver en ligne sur mon site internet, papillonflamboyant.fr. Et les parents qui veulent découvrir un petit peu plus, aller un petit peu plus loin, ils peuvent bien sûr se rapprocher de mon centre de formation qui propose des formations, des ateliers pour les enfants, des tranches d'âge de 0 jusqu'à 12 ans. D'accord. Alors merci beaucoup Grazielle pour votre intervention. Vous avez présenté une très belle œuvre. Merci. Alors on va poursuivre avec une page de pub et on se dit à tout à l'heure. Il est 12h56, vous êtes toujours sur le ZCL et nous allons découvrir quel est le focus créole du jour. Alors, Soukwedlo, ça veut dire... Ah non, pardon. L'exemple c'est Ipaka Soukwedlo en pot. Donc, il est très calme.
Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tout de suite, nous allons poursuivre avec la seconde partie d'actualité. Donc, il s'agit de la CMA qui se félicite d'un budget excédentaire. Puissions signer une convention et que de jeunes aujourd'hui ou moins jeunes qui sont en situation d'RSA puissent pouvoir. Nous sommes en assemblée générale et l'ordre du jour principal, c'est le budget primitif de 2024. Donc on travaille dessus, nous avons dégagé un excédent cette année de 95 000 euros qui nous permettra d'aller vers des investissements parce que vous savez, quand vous avez un budget qui n'est pas équilibré ou bien un budget, je dirais, déficitaire, vous n'allez pas pouvoir investir. Donc ça nous permettra d'aller voir les partenaires et puis trouver des solutions pour pouvoir en tout cas investir et que la Chambre puisse se porter de mieux en mieux et refaire nos plans techniques, refaire un peu d'infrastructures. Nous présentons un budget de plus de 8 millions d'euros avec un excédent comme l'année dernière d'à peu près 100 000 euros qui sera réinvesti. Donc nous allons voter tout à l'heure un budget d'investissement d'à peu près 300 000 euros, ce qui fait que la Chambre aujourd'hui a changé de paradigme puisque nous passons dans des budgets souvent déficitaires à des budgets en excédent et ce qui fait que nous regagnons la confiance de nos partenaires. Je suis ravi que la salle elle est pleine, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la chaîne des métiers reprend la place dans l'économie guadeloupéenne. Nous avons des invités de marque qui ont fait le déplacement et je suis ravi d'être là, je suis ravi de tenir cette belle assemblée générale et je dis bravo à l'équipe que je dirige aujourd'hui et puis c'est vrai que le binôme, encore je le dis une fois de plus, Franck Lasserre et Simon Vainqueur, c'est le binôme aujourd'hui qui fonctionne et qui remet la Chambre sur de bons rails et les résultats sont là, donc je suis un homme comblé, un homme heureux aujourd'hui. Le rôle du trésorier justement c'est de veiller, mais de manière plus générale, je suis à la gouvernance avec Simon Vainqueur et nous fixons les orientations, bien aidés par cela avec les administratifs qui font aujourd'hui, qui se sont mis au travail et qui nous aident particulièrement, mais nous veillons à ce que nos directions, nos directives soient respectées, la rigueur que nous voulons imposer pour avoir des résultats, parce qu'il n'y a pas de résultats sans effort. Donc aujourd'hui nous ressentons les effets et nous en sommes particulièrement fiers. Alors, toutes nos excuses, il y a eu un petit souci technique en cours de route. Donc, on va revenir sur le deuxième sujet d'actualité qui est la CMA se félicite d'un budget excédentaire. C'est une satisfaction pour moi pour la tenue de cette plénière. Il s'agissait d'échanger, de débattre sur les grandes orientations budgétaires cette année de manière inédite. Ce sont les présidents de chaque commission, les 16 commissions qui ont présenté les grandes orientations et après donc le débat. Ma satisfaction, c'est que les différents rapports associés ont été votés à l'unanimité. Donc des mesures dans le cadre de la solidarité, du développement, notamment pour l'insertion. Nous avons annoncé qu'avec la Chambre des métiers, puisqu'il y a pratiquement 2000 personnes qui partiront à la retraite d'ici les 3 ans, que nous puissions signer une convention et que de jeunes aujourd'hui ou moins jeunes qui sont en situation d'RSA puissent pouvoir reprendre ces activités et le département mettra en place un financement adéquat pour cela. Le budget de 2024 sera sensible à celui donc, de 2023.
avec peut-être une augmentation en termes d'investissement, puisque nous allons pouvoir voter un plan pluriannuel d'investissement. Nous intervenons dans le cadre des contrats pays auprès donc des communes. Nous allons pouvoir aménager les ports. Ce sont donc effectivement des projets qui nécessitent un financement lourd. Il y a la création de la maison de la culture à Marie-Galante, la maison de l'handicap, les travaux au niveau du jardin d'essai, les routes départementales. C'est tout un ensemble d'actions qui va pouvoir permettre un aménagement plus performant, mais aussi assurer un plan pluriannuel d'investissement. Tout à fait un rééquilibrage du territoire, puisque les mesures qui ont été annoncées par les différents présidents de commission, nous l'avons vu aussi bien sur le nord Grande Terre qu'au niveau donc, du sud Basse-Terre, au niveau donc, du centre, sur toutes les communes, que ce soit nos interventions pour l'eau potable, pour l'assainissement, que ce soit nos interventions sur les routes départementales ou encore l'aménagement donc, des sites et les activités culturelles. Sur l'aménagement donc, des routes et des différents ouvrages d'art, il va y avoir des interventions. Il y a une discussion concernant le guet de Saint-Louis qui sera examinée dans le cadre de la commission des travaux, de manière à ce que, quelle que soit l'action que nous puissions mettre en place, cela puisse correspondre parfaitement aux besoins de la population. Alors, nous sommes toujours sur les ZCL. Il est 13h03. Donc, nous avons un petit retard de M. Franck Souprayen ou une absence. En attendant, nous allons enchaîner avec de la publicité. À tout à l'heure. Laissez faire. Pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping... Une crème naturelle, efficace pour toute la famille. Obioma vous présente la Centella asiatica, antibactérienne, cicatrisante, apaisante, réparatrice aux multiples indications, dermite séborréique, coup de soleil, brûlure, piqûre d'insectes, poils incarnés, eczéma, psoriasis, syndrome pieds-mains-bouche. Retrouvez-la dans vos pharmacies ou sur le site www.obioma.fr. Il est 13h05, on va poursuivre avec le troisième sujet d'actualité. Il s'agit de la journée de recherche sur la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, reportage de Solène Fèvre. À l'université, ma mission est double. D'abord, engager l'université dans sa responsabilité vis-à-vis de sa communauté, les étudiants et étudiantes, le personnel enseignant, mais aussi le personnel administratif,
qu'il y ait une belle qualité de vie au travail, que leur intégrité physique et morale soit respectée. Donc ça veut dire lutter contre toutes les formes de discrimination. La deuxième mission, c'est la lutte pour la protection de l'environnement. Que les actions de l'université se fassent en enseignement, en recherche, mais toujours dans la même direction, de manière transversale, afin de pouvoir générer de la recherche qui favorise la protection de l'environnement. L'association Les Faits Papiens, c'est une organisation qui a été créée en 2018 pour porter les conférences TEDx-Pointe-à-Pitre. En 2019, on a souhaité réinterroger la raison d'être de l'association et depuis, on est devenu organisme de formation, certifié Calliope, dans la prospective, le développement durable stratégique et l'innovation. Et notre objectif, c'est d'accompagner les individus et leurs organisations à intégrer dans leur cœur de métier les principes de durabilité tels qu'ils sont définis par la méthode FSSD. Alors, c'est une méthode qui vient de Suède, qui a été initiée il y a une quarantaine d'années, bientôt, et qui permet de comprendre les mécanismes sources à l'origine de la non-durabilité de notre société. Parce qu'on est tout le temps en train de parler des effets, des conséquences, mais on ne parle pas des mécanismes sources. On a construit notre journée de pratique et de recherche autour de 3 grands thèmes, la RSE et le territoire, la RSE et la culture et la société, et puis la RSE vis-à-vis de ses parties prenantes. Donc nous avons d'abord posé la table pour qu'on ait tous la même définition et ensuite on décline cette terminologie RSE tant au niveau de nos sociétés que de nos territoires que de notre organisation, c'est-à-dire l'Université des Antilles qui élabore son schéma directeur de développement durable de manière collective. On n'a jamais autant pollué qu'à maintenant. Et ça n'a aucun sens. Et le territoire de la Guadeloupe, c'est un petit territoire, c'est un territoire qui est agile, c'est un territoire qui est riche d'une biodiversité. On a tous les éléments qui sont en notre faveur, on a le soleil, on a le vent, on a la mer, on a la houle, on a la photosynthèse, enfin on a tout ce qu'il faut. On a aussi des moyens financiers qui sont considérables. Et de ne pas faire les choses, c'est un crime. Générer de la croissance économique, oui, mais en respectant la société, en respectant les humains et en respectant l'environnement. C'est ça la RSE. Donc, en résumé, la RSE a échangé avec l'Université des Antilles au sujet des défis sociétaux et environnementaux. Il est 13h09 et nous allons poursuivre avec le 4e sujet d'actualité. Donc, Morne-à-l'eau a présenté son atlas de biodiversité communale. Reportage de Max Morel. L'Atlas de biodiversité communale de Morne-à-l'eau, c'est le 2e que nous élaborons au niveau du parc national, après celui de Bouillante. C'est un outil extrêmement important parce que ça nous permet de faire une cartographie, un inventaire de toute la biodiversité, faune, flore qu'il y a sur Morne-à-l'eau. Ça va permettre d'aider la ville de Morne-à-l'eau dans son projet d'aménagement. Ça va lui permettre aussi de répertorier ces fameuses zones d'inondation, puisqu'on constate de plus en plus avec le changement climatique qu'il y a un vrai lien entre Morne-à-l'eau, les abîmes, les grands fonds, où on a pas mal de sujets à inondation. Ça va nous permettre aussi de retrouver toute la culture patrimoniale de Morne-à-l'eau. Comme à son habitude, Morne-à-l'eau a souhaité à ce que la méthode employée et les acteurs qui ont participé à ce travail soient valorisés à travers un support média particulier. Et on a fait le choix conjoint de le faire sous forme de bande dessinée. Le but de cette bande dessinée, c'est de retracer un peu le processus de la création de l'Atlas de biodiversité communale de Morne-à-l'eau. Et donc avec les acteurs principaux, on va dire, de cet atlas, toutes les parties prenantes et un peu tout le processus un peu compliqué, long et fastidieux qui mène aujourd'hui à l'Atlas. L'Atlas de biodiversité permet en tout cas de valoriser notre richesse, notre biodiversité. Et donc pour nous, il était essentiel qu'on puisse avancer là-dessus. L'objectif de l'Atlas, c'est vraiment d'étudier la biodiversité et de manipuler des données de biodiversité. Et de donner à la commune, à ses élus, à ses techniciens, qui étaient déjà bien en avance sur le sujet, les moyens d'inclure des questions de biodiversité, des questions de nature et d'environnement dans la décision publique, de faire ou de ne pas faire un aménagement ou une extension urbaine. Donc voilà, à Morne-à-l'eau, il a été mis en place un atlas de biodiversité communale via des bandes dessinées.
Tout de suite, on va poursuivre avec une seconde page de pub et on se dit à tout à l'heure. Il est 13h18 et monsieur Franck Soupraïen nous a finalement honoré de sa présence. Franck Soupraïen, bonjour. Bonjour. Oui, donc vous êtes agriculteur et président de Bouquet Terroir Sud, excusez-moi. Oui, donc Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe, c'est une association donc, qui est née en 2017, suite donc à un besoin d'agriculteurs de pouvoir en tout cas se mettre ensemble pour pouvoir commercialiser. Ça a été en tout cas l'objectif premier. On était essentiellement axé sur le sud Basse-Terre, et d'où le nom Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe, donc essentiellement autour de la commune de Capesterre. On a débuté, on était 6. Aujourd'hui, on est une bonne quinzaine et on représente à peu près 100 hectares en termes de potentiel de production. Et on est présent aujourd'hui sur toute la Guadeloupe, y compris Marie-Galante. D'accord. Et qu'est-ce que votre association représente exactement? Quel est son but? Alors, on travaille en tout cas sur deux logiques. La première logique, c'est de travailler sans produits phytopharmaceutiques. Donc, on est, tous les agriculteurs, en tout cas, qui font partie de l'association, travaillent sans produits chimiques. Donc, certains ont fait le choix d'être labellisés ou pas. Donc ça, c'est mon cas aujourd'hui où mon exploitation jouit d'une double labellisation. Et d'autres sont restés sur des pratiques agroécologiques. Mais on a un cahier des charges interne à BTSG où on est sur des techniques dites de préservation, en tout cas du milieu, où on respecte. Et notre définition à nous, c'est vraiment une agriculture qui s'inscrit dans le milieu. Donc on tient compte du milieu dans lequel on est, on tient compte de ce qui est présent, et à partir de ça, on adapte en tout cas nos cultures. D'accord. Quels sont les différents types d'agriculteurs présents dans l'association? Alors chez nous, on est essentiellement basé sur de la production de fruits, légumes et une production vivrière. Et donc c'est vraiment ce sont ces agricultures en tout cas qui alimentent en fruits et légumes la population. Et l'idée de se mettre ensemble, ça a été aussi ça, c'est pour qu'on puisse proposer On a commencé sous forme de panier, donc on en fait depuis 2015. Ensuite, on a structuré l'association pour être un petit peu plus fort. Et jusqu'à présent, donc on continue à livrer des paniers où on étoffe en tout cas notre gamme au-delà d'avoir des produits bruts. On a aussi donc au sein de l'association donc deux collègues qui sont des agrotransformateurs, donc qui transforment essentiellement les produits donc produits par les agriculteurs de l'association, ce qui permet en tout cas pour nous d'avoir une traçabilité, d'assurer une vraie traçabilité de ce qu'on fait. Et voilà, donc ça nous permet en tout cas d'être très bon, de comprendre en tout cas, de créer le lien social aussi avec la population, avec les prospects, les clients, de comprendre en tout cas leurs attentes, de leur expliquer aussi qui nous sommes. Qu'est-ce qu'un agriculteur, comment ça fonctionne, comment ça vit, de pouvoir échanger avec eux sur d'autres façons de pouvoir consommer les produits, parce que le fait aujourd'hui de faire une transformation, même si elle est sommaire, où on ne va pas vers de l'ultra raffiné pour ne pas trop dénaturer l'aliment, mais on va quand même vers une approche qui rend beaucoup plus facile l'utilisation de l'aliment par les clients, les prospects. Donc on essaye de travailler, et puis on travaille aussi sur plusieurs challenges. On répond à des appels à projets qui correspondent un peu aux actions qui nous ressemblent. Et je pense que vous avez eu donc suite au séminaire où on a présenté une soupe de légumes pays. Donc ça en tout cas c'est le challenge qu'on s'était fixé, parce que c'est ce qu'a consommé le skipper Rodolphe Sefo durant toute la traversée. Donc ça a été un vrai challenge aussi pour nous de pouvoir montrer qu'on était capable de nourrir un sportif de haut niveau dans des conditions extrêmes en mangeant 100% local. Ça nous permet aussi nous de donner une autre image de l'agriculture guadeloupéenne, une image en tout cas d'une agriculture propre, d'une agriculture bonne, qui correspond aux besoins nutritionnels. Si on a pu couvrir les besoins en tout cas d'un skipper,
Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse couvrir les besoins nutritionnels de quel que soit en tout cas l'individu de la société civile guadeloupéenne. Et c'était en fin de compte ça aussi qu'on voulait montrer, parce que notre agriculture est très décriée, on est très montré du doigt. Tout ce qui est lié à la pollution du chlordécone. Après, aujourd'hui, on subit en tout cas cet agribashing, en tout cas en disant qu'on est pollueur, etc. Donc c'était aussi un moyen aussi pour nous de montrer, ben non, nous aussi on s'inscrit dans le milieu, on le préserve, on réfléchit à des stratégies différentes et que surtout on a une agriculture qui correspond à nos besoins, où tous nos produits sont quasiment sans gluten, et aujourd'hui on connaît en tout cas tous les problèmes allergènes liés au gluten, et tous nos produits aussi ont des index glycémiques relativement faibles, et on connaît aussi toutes les pathologies liées à en tout cas ce niveau de sucre qui provoque généralement chez nous donc des taux diabétiques assez élevés, qui provoquent en tout cas des maladies hypertensives relativement sévères. Et on a en fin de compte chez nous tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réguler un peu ce qu'on fait. Et on s'est donné en tout cas comme challenge de pouvoir expliquer à la population qu'il faut consommer local. On leur explique pourquoi quel intérêt en tout cas qu'ils ont à investir l'euro supplémentaire, parce qu'on nous targue aussi de dire que nos produits sont chers, etc. Mais c'est bien de leur expliquer aussi pourquoi il faut investir cet euro supplémentaire, comment eux, en investissant 1 euro supplémentaire, eux, ils arrivent à construire leur capital santé, j'ai pas dit qu'ils ne vont pas être malades, mais en tout cas, le fait en tout cas d'activer ce levier les rendra en tout cas moins malades que si ils ne le mettaient pas en œuvre. Comment aujourd'hui on créait de l'économie circulaire en mettant cet euro supplémentaire, comment on pouvait créer de la valeur ajoutée, quels seraient les débouchés, et puis comment on arriverait à sécuriser déjà nos terres agricoles, créer de l'emploi, garder en tout cas nos terres que nos parents en tout cas se sont battus pour pouvoir nous transmettre, et que nous aussi que nous puissions être dans cette logique de transmission. Alors franchement, c'est une association très intéressante. Si j'ai bien compris, elle a été fondée dans le but de valoriser l'agriculture guadeloupéenne. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos interlocuteurs pour les motiver à consommer local? C'est ce que je leur dis. Nous, on est là en tout cas. Le but en tout cas, dans le cadre du séminaire Cambionette justement, où on échange autour de savoir-faire caraïbéen, amazonien, c'était aussi de montrer aux autres qu'on n'avait rien à envier à ce qui se faisait de l'extérieur, même si, et en plus d'échanger avec des Caraïbéens, des gens qui consomment, qui boivent, qui fonctionnent en tout cas comme nous, qui ont les mêmes coutumes que nous, c'est encore plus fort, c'est que ça permet en tout cas de renforcer cette notion de résilience et d'expliquer à la population, nous sommes un peuple où on est assujetti à des chocs, aussi bien climatique, énergétique, enfin tout ce qui peut exister en termes de choc, cyclonique. On a vu en tout cas, on a subi un choc dernièrement avec cette crise sanitaire, où il a fallu en tout cas être suffisamment réactif. Et je dirais à la population que plus que jamais, il faut en tout cas de plus en plus s'approprier les produits locaux, consolider en tout cas et maintenir ces produits locaux dans l'alimentation, parce que si un jour on part souvent, le bateau rentre ou non pas, à un moment donné il faudra être suffisamment réactif pour pouvoir continuer à alimenter cette population, et nous, c'est notre rôle à nous d'avoir ce rôle nourricier, de toujours répondre aux besoins de la population. Donc moi je dirais à la population, il faut consommer local pour en tout cas maintenir nos acquis, maintenir en tout cas ce que nous ont transmis nos parents, consommer local pour construire son capital santé, pour être moins malade, moins dépendant, et puis derrière aussi, consommer local pour pouvoir assurer cette transmission, pour que demain on puisse aussi laisser à nos enfants. Donc pour moi, ce sont les 3 éléments clés qui sont des éléments centraux. Et en dehors de ça, on réseaute aussi énormément sur cette plateforme Caraïbes en Amazonie, parce que pour nous, ça
ça nous permet en tout cas de pouvoir échanger, de pouvoir mieux co-construire avec nos collègues qui nous entourent, nos voisins, les îles qui nous entourent, pour être un peu plus fort sur cette notion d'autonomie alimentaire. Elle passera essentiellement par une vraie connexion caribéenne. D'accord. Et donc tout à l'heure, vous nous avez parlé de paniers que vous faites livrer. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quel est votre site internet si vous en avez un? Est-ce que vous avez un numéro? Alors si on a une adresse, l'association a une adresse, c'est btsg97@gmail.com. Ça c'est l'adresse mail de l'association. On fonctionne donc avec 2 téléphones. On fonctionne essentiellement avec les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. On fonctionne donc avec 2 numéros de téléphone, dont le mien 35 95 40 et puis celui de Monsieur Richard, c'est le chargé de com de l'association, je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, on fonctionne un peu comme ça. Donc les gens peuvent m'appeler au 35 95 40 et on fait en ce moment donc 2 ventes par mois, le premier vendredi et 3e vendredi de chaque mois. Donc les ventes, avant on les faisait sur l'exploitation et depuis la crise sanitaire, on a mis en place des points de collecte pour éviter qu'on crée des foyers et qu'on soit assujetti à une critique quelconque. Et on a mis en place des points de collecte qui fonctionnent aussi bien et voilà, et depuis 2015 on en fait, donc ça constitue pour nous aujourd'hui quasiment entre 50 et 60% des ventes de ce qu'on produit. D'accord. Monsieur Soupraïa, merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi. Alors, avant de recevoir nos chroniqueuses, on va poursuivre avec une page de pub. On se dit à dans un instant. 13h36, on se retrouve avec Madame Fazia. Madame Martine Fazia, bonjour. Bonjour aux éditeurs, bonjour aux téléspectateurs et à mon fan club. D'accord. Alors, donc vous allez nous présenter votre chronique. Donc, la culture selon Martine. Oui, à ne pas confondre avec le CSM. Le club sportif moulien, c'est le CSM, là c'est la CSM, la culture selon Martine. Donc je fais qu'à ma tête. Alors aujourd'hui je vais bien sûr présenter un agenda, mais j'ai 2 petits événements sur lesquels je vais revenir parce que j'y suis allée, j'ai vu pour vous et je voulais vous parler d'un premier événement qui est en fait un honneur qu'on a, rendu à un grand homme de la musique, Monsieur Yvon Anzala. Vous connaissez ? Oui, ça me dit quelque chose. Ok, super. Effectivement, Yvon Anzala, de son petit prénom Obège, est un artiste moulien, un artiste, je vais dire, très riche, puisque ça fait plus de 50 ans qu'il est dans le milieu du gros cas, mais pas seulement. Il a aussi dans son répertoire des musiques comme la Béguine, comme les boléros, un petit boléro avec Monsieur Anzala, je vous dis que ça. Il a neigé sur Port-au-Prince. Voilà. Donc je vous ferai un récital de chansons une prochaine fois. Mais il a donc tout ça dans son répertoire et bien c'est le conseil départemental qui a décidé d'honorer ce monsieur après l'avoir fait pour Léna Blou, très grande danseuse guadeloupéenne aussi, pour Ernest Pépin, auteur, auteur, un grand auteur de chez nous. Et bien cette fois-ci c'est monsieur Yvon Anzala qui a été honoré de son vivant. C'est mieux quand même quand la personne est là, n'est-ce pas ? Exactement. Et Monsieur Anzala donc on a rassemblé pour lui tous ceux qui sont dans ce milieu de la musique, du gros cas, du partage. Et c'était une très très belle soirée qui a été organisée par le conseil départemental pour honorer Monsieur Anzala sur les 50 ans de musique, toutes catégories, gros cas, biguine, boléro. Et puis ça s'est passé avec bien sûr des amis de ce secteur de la musique qui étaient présents pour parler de son travail, pour parler des collaborations qu'ils ont eues. Exemple Monsieur Jomimi, Monsieur Esnar Boisdur, mais aussi Jean-Marc Ferdinand qu'on n'attendait pas là, mais qui a chanté aussi du Anzala. Des témoignages comme ceux de Brigitte Zabarel, que tout le monde connaît aussi, de Lucie Jacquet, pour ne pas la nommer, une grande prêtresse du gros cas qui travaille aussi depuis ardemment sur ces sujets-là. On a eu Patrick Solvay, Lucky Bercéjor, enfin vraiment du beau monde. Et le point d'orgue de cette soirée, eh bien, c'était le cadeau qui lui a été fait par le département, un magnifique cas
fait en bois de mahogany pour célébrer. Et j'ai cru comprendre que cet arbre avait 50 ans, celui qui a servi à faire le K. Et comme c'était 50 ans de carrière, ça tombait très très bien. Et donc ce K, cet instrument magnifique, a été réalisé par monsieur Yves Toll lui-même. Hein. Donc je n'ai plus besoin de le présenter. En tout cas, une très très belle manifestation, un énorme moment de partage, de reconnaissance, de musique, de joie. Et c'était donc il y a 2 jours autour de Nkandla. Oui, donc voilà. Et vous pouvez nous dire qui est-ce qu'on a pu retrouver encore à cette manifestation? Ah oui, comme je vous disais, bien écoutez, il y avait de très nombreux invités. Bien sûr, il y avait les représentants du conseil de la commission culture du département, mais également de la commission culture du conseil régional. Donc ces 2 personnalités étaient là pour pouvoir nous accompagner, mais après, parmi les personnes qui étaient présentes, c'était très très nombreuses personnes, beaucoup d'artistes étaient présents. Je vais citer Jo Mimi, mais j'en oublierai parce qu'il y avait vraiment tellement de monde qui a chanté, qui a vraiment représenté ce que faisait M. Nzala. Il y avait son fils qui était là aussi, qui est bien sûr M. Nzala. J'ai un petit trou de mémoire là sur son prénom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et sa fille, ses enfants. La suite est assurée, en tout cas, dans la génération Nzala, je crois qu'on a encore de la belle musique à entendre, de qualité, et la force de ce monsieur et de tous ceux qui l'accompagnent dans ce secteur de notre musique patrimoniale, et ben c'est de transmettre, c'est de vraiment faire ancrer et reconnaître notre musique et qu'elle passe les années, qu'elle passe à travers les âges, et que ce soit effectivement aussi une représentation forte de notre identité. Donc c'était tout ça à la fois. D'accord, donc Ontsidiedou, un événement qui a eu lieu récemment. Est-ce que prochainement on aura l'honneur d'avoir un événement de ce type encore? Ou alors quand est-ce que l'événement reviendra? Alors pas de ce type, bien sûr, puisque le conseil départemental organise cela pour honorer des personnalités. Je vous dis que Léna Blou, grande chorégraphe guadeloupéenne, l'a déjà été. Ernest Pépin, en tant qu'auteur, l'a été aussi. Donc d'autres viendront sans doute. Hein. Ça c'est c'est vraiment le travail que fait le conseil départemental à son niveau, mais M. Nzala sera au Moule sur d'autres événements très prochainement, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais j'ai un autre événement dont je peux vous parler. Ah, avec plaisir. Je suis allée, Moule Urban Art, qui a été organisé il y a, j'espère que les photos défilent, qui a été organisé il y a ce week-end avec des artistes, 3 artistes guadeloupéens, dont un qui vient de France qui s'appelle Banga, 2 autres artistes qui vivent en Guadeloupe, Arceau et Jean-Michel Carré. Nous ont fait trois belles œuvres sur le Moule, puisque dans le cadre de cet événement Moule Urban Art, en fait, nous embellissons des quartiers du Moule au travers d'une association qui s'appelle Éclat de quartier, et nous embellissons, mais nous faisons partager aussi au public de la découverte ou la redécouverte de l'art urbain, qui permet d'embellir, mais qui permet aussi de rencontrer les artistes, d'être à leur côté, de voir ce qu'ils font, de discuter avec eux. Et au travers de ça, il y avait aussi un atelier pour les plus jeunes, pour découvrir cet art, les initier, et peut-être, qui sait, faire les artistes de demain. C'est comme ça que ça commence. Hein. C'est bien ça, c'est très important de maintenir et de perpétuer en fait notre culture. Oui. En tout cas, les images sont vraiment très belles. Bon, je les vois pas vite. Hein. Mais bon, je vous avoue, c'est parfait. C'est très gentil. C'est parfait. Vous êtes vraiment très jolie, donc allons-y. Hein. Non, il faut que Danick vous mette plus souvent à l'antenne. Ah, c'est très gentil. On continue cette fois-ci. Je fais toujours un petit clin d'œil quand même à ce qu'on appelle les appels à projets pour les artistes, pour les gens qui sont dans le milieu de la culture, et leur rappeler qu'il y a des aides qui sont mises à disposition par la DAC, la Direction des Affaires culturelles, et que la campagne de subvention pour 2024, ça y est, elle est lancée. Donc on a encore un peu de temps, souvent c'est jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais pour certaines demandes, c'est un petit peu plus tard. Donc il faut absolument se rendre sur le site de la Direction des Affaires culturelles pour aller chercher ces informations, les formulaires de demande d'aide au projet, au fonctionnement, à l'investissement, qui sont à disposition. Tout ça, c'est en ligne. Et si vous êtes artiste, si vous êtes lieu également de production ou en tout cas de spectacle, il faut aller sur la plateforme Démarche simplifiée donc pour les appels à projets. Les formulaires sont accessibles. Il y a un catalogue également qui permet de savoir toutes les aides qui peuvent être données dans différents, et les différents dispositifs. Vous avez donc la création artistique,
le livre et la lecture, participation à la vie culturelle et politique territoriale, les patrimoines, la presse, l'investissement, tout ça, ce sont des secteurs dans lesquels on peut aller chercher des aides qui sont des aides mises en place par la préfecture, en tout cas par le gouvernement, par la DAC. Donc allez-y, rapprochez-vous de votre DAC, de votre DRAC, allez vite chercher les appels à projets ou en tout cas les demandes de subventions dans le secteur d'activité culturelle dans lequel vous vous positionnez. Faites votre démarche et ne laissez pas passer l'opportunité d'être accompagné dans toutes les démarches que vous faites, dans toutes les actions que vous menez culturellement parlant au niveau de notre territoire, puisque les aides sont là pour ça. Donc allez-y et n'oubliez pas de déposer vos dossiers en ligne avant les dates limites. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les aides qui correspondent à vos intentions. Voilà pour ça. Si j'ai encore quelques minutes. Oui, nous sommes encore pendant quelques minutes. D'accord. Si vous avez autre chose à dire, merci. Alors bien sûr, vous savez, je suis une pipelette. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. Je remplirai une émission de 50 minutes qui n'y en aurait pas assez. Je vais vous parler d'un événement que je n'ai pas encore vu, mais ça c'est dans mon agenda maintenant. Je fais appel à cet agenda qui va se dérouler. Fosse à Casla, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, j'ai entendu parler de cet événement. Ouais. Alors cet événement, c'est une belle histoire. C'est une pièce qui a été créée par Myriam Balthus, qui est une slameuse, mais pas seulement. Myriam s'est découverte auteure, elle s'est découverte comédienne, et donc avec d'autres, eh bien, elle a retranscrit une pièce qui est multifacette. On y retrouve de la danse, du théâtre, de la photographie, de la vidéo, de la peinture. Et plus encore, de quoi parle cette pièce qu'elle a créée. Et je recommande à tout le monde, allez-y, moi je vais y aller. Donc j'en reparlerai quand je l'aurai vue. Mais j'ai beaucoup discuté avec Myriam lors de la création et de la préparation de cette pièce qui maintenant se joue en Guadeloupe. Pas pétant, Aïvoué, parce que c'est Fosse à pays là, d'accord? Non, c'est Fosse à Casla, mais c'est Fosse à pays là aussi. C'est un petit monde pays qui préparait, qui fait Aïvoué. Sorti à Casazot, Aïvoué pièce là ça. Pas arrêter devant Télé Azot. Télé Azot n'a pas vu Azot, c'est à d'autres moun. Aïvoué, ça petite azote café. Voilà, le message est passé. Elle est esclaveuse, elle nous prouve par cette pièce qu'elle a créée, elle nous ramène à son histoire. Elle nous ramène à l'histoire de son père qui s'appelait Marcel, qui était peintre aussi, qui a fait plein de peintures qu'elle a découvert et elle en a fait un bijou. Elle nous ramène à l'histoire de la Guadeloupe, cette pièce, au champ de Cannes, aux maisons créoles. Je ne sais pas, c'est sûr que vous n'avez pas connu ces maisons créoles qu'on transportait sur des plateaux, sur des camions pour aller déménager. Ah, moi j'ai connu. Vous avez connu, super. Avec Ibo Simon dessus. Exactement. Elle nous ramène à ça. Elle nous ramène aussi au Bubidum, donc au départ de nos jeunes, de nos familles, de nos parents, au retour. Et c'est tout ça dont il est question dans cette pièce, avec beaucoup de personnes qui y participent. Myriam Balthus, Yannick Luidi, Yao, Exos Metamoniok, Géraldine Bénichou, Sylvain Roll, bref, Virapin Philippe, et tout cela. Tout ça pour vous dire, allez voir cette pièce qui est sensationnelle, j'en suis certaine, et tous les gens qui l'ont vue ne disent que cela. C'est le jeudi 30 novembre. À 15h, c'est pour les seniors, c'est à la salle Robert Loison. Le 1er décembre pour les scolaires. Le 2 décembre, samedi, à l'Archipel, il y aura aussi 2 dates, les 8 et les 9 décembre. Le 14 et le 15, ça sera à Sonis. Il faut aller voir cette pièce, je vous le recommande. Et ensuite, envoyez-moi un petit message, dites-moi comment vous avez trouvé ça. Aïvoué. D'accord, je vous encourage à aller la voir. Franchement, Madame Fazer, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie, avec plaisir. Je suis contente de retrouver ma copine là, en face. On va donner la parole à Iman. Justement. Bonjour Iman. Bonjour à tous, bonjour Martine. Bonjour Iman. Bonjour Lorenza, bonjour aux auditeurs. Oui, ravie. Donc je suis de retour mais en mode coaching. Aujourd'hui, on va parler dans la chronique de persévérance. Waouh. Voilà. D'accord, avec plaisir. Je te laisse commencer à nous parler de ta chronique du jour. Ok, donc la persévérance, déjà on peut définir ce que c'est. C'est l'art de... c'est une qualité d'une personne qui s'obstine. Donc c'est pas l'histoire d'être têtu, entêté, mais c'est vraiment d'avoir une constance, d'être déterminé à réussir, d'avoir une ténacité et de faire les choses... en mode acharné, on va dire un petit peu, mais vraiment dans l'optique d'atteindre ses objectifs, quelles que soient les difficultés en fait. Et parfois, ça peut être un vrai challenge de persévérer parce que multiples défis, obstacles et freins peuvent se
mettre sur la route en fait. Et l'idée c'est de trouver les moyens malgré tout d'avancer, malgré tout d'atteindre ses objectifs. Et c'est vrai qu'on a commencé sur les précédentes chroniques à parler de l'importance du pourquoi, d'atteindre ses objectifs, d'avoir sa grande vision et vraiment de s'y tenir. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, de comment y arriver et quelles sont les clés pour persévérer. Justement, Imane, selon toi, quelles sont les clés pour persévérer? Donc il y a plusieurs clés. C'est déjà, comme je disais, d'être aligné avec sa vision personnelle. On va développer cet aspect-là qui sont aussi en lien avec les valeurs qui sont importantes pour nous. De trouver un soutien social, et c'est la deuxième partie dont on va traiter aujourd'hui. Sur les prochaines chroniques, la prochaine, on va parler de comment surmonter la peur du jugement et briser les croyances qui freinent, limitatives, limitantes. Et donc aujourd'hui, on va traiter donc d'abord de l'alignement et de l'entourage qui peut être soutenant ou pas. Et le ou pas est important, voilà. C'est exactement ça. Voilà, donc déjà dans un premier temps, les choses qui peuvent permettre de résister à l'envie de baisser les bras, parce que souvent, même si on a un pourquoi qui est quand même consistant et qu'on a envie d'y arriver, etc., on peut avoir envie de, c'est trop lourd à porter, c'est trop long, c'est vraiment... on peut baisser les bras et dire non, on laisse ça tomber, on fera ça l'année prochaine, ou finalement c'est pas si important. Mais en fait, c'est de reconnaître le fait de on fait face à des difficultés, c'est aussi des apprentissages qu'on a comme des étapes, vraiment. On a le Tour de la Guadeloupe, on a plusieurs étapes. Ça c'est une étape qu'on a à surmonter, et ça fait partie du processus. C'est pas des choses qui vont se faire dans une seule fois, en une seule traite. Il peut y avoir des hauts et des bas, et d'accepter ces hauts et ces bas, et se dire que ça fait partie de l'expérience et de la trajectoire en fait, et d'être prêt à réagir en fonction de ces défis, quel que soit ce qui se passe, parce que c'est un apprentissage qu'on a. Donc le fait de faire un essai, on apprend de cet essai, on apprend à faire mieux, on apprend à faire différemment, à s'entourer de bonnes personnes, et c'est de l'expérience quoi qu'il en soit en fait. Et de penser aussi qu'on peut toujours avoir un plan B. Réfléchir à son plan B avant, c'est important, parce que on sait que de toute façon il y aura des obstacles. Alors c'est de les prévoir et d'anticiper qu'est-ce qui peut subvenir. Donc quel que soit, pas quel que soit, mais souvent en tout cas, avoir un éventail assez large des obstacles qui pourraient se présenter, et d'avoir des stratégies en fonction, prêt à l'emploi on va dire. Après on s'adapte en fonction du contexte, en fonction des personnes. Mais c'est toujours intéressant de savoir un peu tout ce qui pourrait y arriver. Ça c'est important. Et par rapport à ça, quels sont les défis qu'on peut rencontrer? Alors il peut y avoir des obstacles à la fois internes, donc mes pensées limitantes, mes doutes, mes peurs, et donc ça on pourra en parler la prochaine fois. Mais il peut y avoir des obstacles externes, c'est-à-dire que l'environnement est important, et on va faire vraiment le focus là-dessus. On peut y avoir par exemple manque de financement, ou un manque de connaissances, ou des difficultés à trouver des personnes qui peuvent accompagner, ou des employés compétents vraiment. Donc ça c'est externe. Il y a à la fois l'interne, donc moi je peux gérer, j'ai une action que je peux mettre dessus, mais externe, il y a des choses qu'on on peut pas maîtriser. Donc on va s'attacher vraiment dans ce cas-là à mettre en place des stratégies qui sont en rapport avec moi, en rapport avec quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, et comment je peux rester aligné par rapport à ces valeurs-là. Donc ce sera déjà une première étape, c'est un peu comme une boussole. On va dire, cette boussole, cette clarté que j'aurai va me permettre d'être cohérente dans tout ce que je fais, d'être résiliente, parce que je sais que ça peut arriver, mais je suis quand même motivée suffisamment, parce que je suis droite dans mes bottes, je suis droite par rapport à qui je suis, à mes valeurs, et je me connais suffisamment pour me dire que j'avance d'une certaine façon et pas d'une autre, parce que c'est comme ça que je veux le faire, vraiment. C'est ça. Mais est-ce que tu as des conseils pour pouvoir cultiver l'alignement? Oui, tout à fait. Encore d'autres conseils pour le coup? Ouais, du coup, en fait, c'est
travailler vraiment sur ces non négociables dans la vie. Ça, c'est important. Les non négociables, c'est les choses sur lesquelles je ne fais pas d'impair. Je dis c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a un cadre comme ça que je m'oblige à avoir pour moi, et du coup ça fait que les autres vont réagir par rapport à ce cadre-là. C'est parce que j'ai délimité un cadre bien défini que aussi je peux donner un sens à mes actions, mais aussi mon environnement va réagir en fonction de ça. On sait que il faut pas faire ça avec elle, par exemple. On est d'accord. Voilà, il y a des choses, je joue pas là-dessus, c'est non négociable, c'est vraiment, c'est carré, on sait que cette personne-là, elle est comme ça, si tu vas à droite, tu pas dedans, quoi. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment ce cadre-là. Ensuite, de s'évaluer continuellement, parce que c'est vrai que nos priorités peuvent évoluer. C'est pas parce que j'ai mon grand but d'être, je sais pas, chef d'entreprise, mais la priorité actuelle, c'est de me former, peut-être avant de créer mon entreprise. Peut-être la priorité maintenant, c'est de me former à tout ce qui est gestion, finance, management, etc. Ma grande vision, c'est d'avoir mon entreprise, mais il y a des étapes, et de prioriser en fait, du coup, c'est ses apprentissages et son évolution en fait, et ça demande une évaluation permanente. Donc on arrive à la fin de l'année, c'est l'occasion justement de se dire qu'est-ce que j'ai réalisé cette année, est-ce que c'était en accord avec ce que je voulais par rapport à ma vision, est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce qui me reste à faire. Vraiment, c'est d'avoir des vrais questionnements et une vraie réflexion à avoir, à la fois par écrit, mais en tout cas mental. Ça, c'est indiscutable. Il ne faut pas se laisser emporter par le confort ou l'ennui. Voilà, c'est important de persévérer. Et de bien s'entourer, parce que l'entourage aussi a une influence. Ça a une influence sur le mental, sur la motivation, sur les choix qu'on va faire, sur les perspectives aussi, parce que si tu es dans un environnement qui te dit tu vas pas y arriver, en fait tu vas pas y arriver. Ça, c'est clair que il te bloque, en fait, il te limite dans ta façon de penser. Donc c'est important de bien s'entourer. Et la question, l'une des choses que je vais proposer du coup aux gens, c'est un petit exercice qui permettra de voir quel est l'entourage qu'on a. Parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. D'accord. Oui. Intéressant. On vient à l'image de ces personnes-là avec lesquelles on passe le plus de temps, et donc c'est pour ça que c'est important de choisir les personnes avec qui on passe du temps. Donc dans un premier temps, on pourra faire la liste des personnes avec qui on est et déterminer est-ce qu'elles représentent un avantage ou un obstacle à mon évolution. L'idée, c'est pas de couper les ponts, mais c'est de passer moins de temps avec les gens qui desservent en fait ma vision. Donc de faire la liste, voilà, il peut y avoir X nombre de personnes, et de se dire qu'est-ce que j'apprends de cette liste-là. Ok, donc j'apprends que peut-être certains membres de ma famille, ils sont peut-être pas hyper aidants, donc je décide de pas rester trop longtemps avec eux. Ça veut pas dire que je les aime pas, je les aime de tout mon cœur, je passe des bons moments de qualité avec eux, mais il y a des choses que je vais pas partager forcément avec eux. L'important, c'est de ne pas se laisser influencer. Exactement, pas se laisser influencer. Et dans le sens contraire, c'est de peut-être réfléchir aux personnes du coup qui peuvent m'apporter et comment elles peuvent m'apporter. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir passer plus de temps et trouver des leçons à tirer de leur expertise, de la façon dont ils fonctionnent, dans la façon dont ils travaillent, comment ils ont réussi à accomplir leurs objectifs, et trouver un moyen de se rapprocher de ces gens-là, pour qu'ils deviennent comme des mentors, de façon à modéliser en fait leur façon de faire. Et de se dire que c'est un vrai engagement aussi que j'ai de persévérer, parce que c'est ma vie et ce sont mes choix qui vont aussi déterminer la façon dont je vais réussir. Donc on peut avoir un mantra comme j'ai la ferme intention de réussir en dépit des obstacles qui pourront et qui seront sur ma route, parce que j'ai une dernière citation qui dit l'ambition est le chemin du succès et la persévérance est le véhicule dans lequel on peut y arriver. Donc c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est ok. En tant que femme encore plus, on a le droit d'être ambitieuse et de réussir, et de persévérer, c'est vraiment comment je m'accompagne, avec qui et dans quel état d'esprit en fait. Voilà.
C'est ça, moi j'aime bien me convaincre que tout est possible. C'est important justement de persévérer, de croire en ses convictions et en ses idées. Oui. Parce que sans ça, au final, on n'arrive à rien. Exactement. C'est l'idée vraiment de, comme on est en fin d'année, j'encourage vraiment à se poser ces questions-là pour pouvoir avoir des stratégies en 2024 qui soient vraiment efficaces, efficientes et pour réaliser ce qu'on veut. Voilà. C'est ça, exactement. Bon. Nous avons passé un très bon moment avec nos deux chroniqueuses. J'étais très heureuse de les recevoir. Du coup, on va se retrouver demain pour une prochaine partie du ZCL, donc une seconde émission du ZCL. Je vous dis au revoir, passez une bonne fin de journée et à demain.